Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous recevons Evelyne Blogdano. Bonsoir Evelyne Blogdano, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir Nathalie, bonsoir Linda. Nous recevons Linda Pomerol de la librairie Doucet au Mans qui va interroger ce soir Evelyne à propos de ce merveilleux livre qui s'appelle L'âme sœur. Donc il y a un sous-titre, Nathalie Bauer-Lechner, est-ce que je le prononce bien? Je ne suis pas sûre. Oui, Et Gustave Bauer. Waller. Voilà, paru aux éditions Stock. Avant de plonger dans ce merveilleux livre, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Evelyne par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de revenir les poser. Evelyne, Linda, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Nathalie. Alors, besoin de vous présenter en quelques mots. Vous êtes essayiste, biographe. Moi, vous m'avez déjà ravie avec Madame Proust, Madame Zola. Vous avez tellement mis de femmes à l'honneur, à chaque fois pour mon plus grand bonheur et le bonheur de beaucoup de lecteurs. Et aujourd'hui, vous revenez alors avec une femme qui m'a étonnée, qui m'a pour le coup ravie aussi, parce que je ne connaissais pas Nathalie Bauer-Lechner. Donc, je me demandais effectivement comment vous l'aviez rencontrée, comment vous l'aviez découverte, cette artiste qu'on apprend à connaître avec cette biographie. Bien, un peu comme le sous-titre le laisse entendre, je l'ai rencontré grâce à Gustave Mahler. J'ose pas dire que c'est lui qui nous a présenté, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'étais plutôt partie sur un travail autour de Mahler et, et quand j'ai découvert, car moi non plus je ne la connaissais pas, cette femme euh, qui m'a tout de suite plu, je me suis dit mais là il y a quelque chose peut-être à montrer, à comprendre et oui, à découvrir et à faire découvrir. Alors, avant de plonger davantage dans la biographie, alors d'habitude, on rencontre des romanciers. Et là, je me suis dit, en face de moi, j'ai une biographe. Génial, je vais pouvoir lui poser plein de questions. Ma première question, c'était déjà, pour vous, pas à la manière d'un dictionnaire, mais quel est le sens que vous donnez au mot biographe? Pour vous, c'est quoi un biographe? Alors, un biographe, bon, si on revient à l'origine du mot, c'est quelqu'un qui écrit la vie, tout simplement. Et je trouve que c'est ce qui correspond le mieux à la façon dont j'envisage ce travail. C'est-à-dire que ça consiste finalement, non pas à inventer des personnages, mais à suivre des personnages dans leur vie réelle. Et j'avoue que c'est toujours ce qui me passionne. Toujours, j'ai l'impression que la vie, même de ceux qui nous entourent, enfin, on pourrait prendre au fond peut-être quasiment n'importe qui et raconter sa vie et en faire une biographie. Et le principe, alors vraiment auquel je tiens et qui différencie, selon moi, la biographie du roman, c'est qu'il y a évidemment une exigence de conformité à ce qui s'est réellement passé. Donc, il faut tout de même brider un petit peu son désir d'invention, et même beaucoup. Ce qui est parfois difficile à comprendre pour les gens, c'est que ça n'empêche pas l'imaginaire. C'est-à-dire que si on ne faisait pas la part de l'imaginaire, on n'aurait pas grand-chose à dire. Ou bien ce serait quelque chose d'assez sec qui, vous voyez, serait Oui, une succession de faits. d'ailleurs, c'est marrant. Votre biographie, là, elle se lit comme un roman. Oui, alors en général, c'est ce que je prends comme le plus grand compliment, c'est-à-dire d'arriver, si vous voulez, avec les faits réels, avec vraiment, je fais un travail très très scrupuleux, si vous voulez, un gros travail d'archives, etc. Mais que ça s'oublie, et parce que je choisis aussi et je mets en scène d'une certaine manière. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui permet
qu'on le lise facilement. Je ne raconte pas tout ce que je pourrais raconter. Voilà, je modèle en quelque sorte les différents éléments, comme le fait un romancier, Oui, d'une certaine façon. Donc il y a bien quand même quelque chose de commun. mais en fait, oui, c'est ce qui est assez étonnant dans le travail de biographe, c'est qu'à la fois, il y a un travail d'écriture, de réécriture. Je suppose qu'il y a des moments où vous ne connaissez pas la vérité, donc il y a une adaptation de la part, j'imagine, quand vous écrivez, de vous dire est-ce que je pars dans ce sens-là? Vous êtes même obligé de vous adapter, de faire des choix. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le lien que vous entretenez avec le sujet de votre biographie. Vous dites à un moment donné que quand vos personnages meurent notamment, que vous pouvez pleurer. Quand Flora Tristan meurt, vous êtes marqué par sa mort, alors que vous connaissez ce qui va se passer, vous connaissez Oui. l'histoire, mais vous-même, vous êtes tellement imprégné de l'histoire et de ce que vous avez écrit qu'à la manière d'un personnage de roman, vous éprouvez des émotions qui sont très fortes aussi. Oui, 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 c'est parce que je suis la première spectatrice, si vous voulez, et j'avais eu aussi une immense émotion, alors pas tellement la mort, mais l'enterrement de Zola, d'Émile Zola, non, Madame Zola. Et c'est vrai que on pourrait le montrer dans un film, dans un documentaire, enfin, un film en tout cas. Et donc, ça n'empêche pas l'émotion, parce que si on coupe l'émotion, je pense qu'on perd énormément. Et Nathalie, justement, est un personnage, je trouve, très émouvant. Bon, on en parlera peut-être. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour ce livre, et j'aurais dû vous le dire au tout début, donc je reviens un petit peu en arrière, quand vous m'avez demandé comment je l'avais rencontré. Et en fait, j'avais rencontré Gustav Mahler grâce à des musiciennes qui préparaient un CD. Et voilà, on a choisi Mahler ensemble, j'ai fait la biographie. Et donc, tout cela a rendu très charnel, très présent, si vous voulez, ces personnages à travers la musique, à travers leur musique, à travers les répétitions que je suivais, etc. Et donc, je montrerai tout à l'heure ce CD, parce que je pense qu'il est un peu en résonance, si vous voulez, avec le livre. Donc, au départ, vous êtes attiré par Gustave Mahler, enfin un garçon. Et puis, hop, des recherches, et là, vous plongez dans le récit, dans cette histoire. Et je comprends ô combien pourquoi cette femme vous a tant attiré. Elle est magnifique, merveilleuse, généreuse. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Nathalie Bauer-Lechner? Alors, la présenter, je vais essayer d'être vraiment synthétique, rapide. Nathalie Bauer-Lechner est viennoise, elle est née à Vienne, elle habitera toujours à Vienne. Elle est issue, disons, de la bourgeoisie viennoise, un milieu très cultivé. Son père est le plus grand libraire de Vienne, il sera aussi éditeur. Et ce sont des gens vraiment épris d'art, de culture. Et elle grandit donc dans ce milieu tout de même très, très favorable, si vous voulez, et qui va, je dirais, lui, la porter tout de même pendant un certain temps. Elle est musicienne, elle fait le conservatoire très jeune, ainsi que sa sœur. À 8 ans, elle entre au conservatoire et elle est diplômée donc, jeune du conservatoire de Vienne. Donc une musicienne, d'abord le violon, et puis plus tard, lorsqu'elle fera une carrière au sein d'un quatuor féminin, on en parlera, je pense, elle jouera de l'alto. Mais l'alto, à l'époque, n'était pas enseigné au conservatoire. Donc je pense qu'elle a toujours gardé les deux instruments et joué principalement de l'alto, mais aussi du violon. Je ne sais pas si je si, d'ailleurs, justement, c'était, avant de parler de la rencontre entre Gustave Mahler et Nathalie, c'est assez étonnant parce qu'ils sont issus de deux milieux complètement différents. Elle effectivement, elle est issue de la bourgeoisie viennoise, en plus, elle a une éducation très libre.
Lui, Gustave Mahler, il vient de Bohême, il est d'origine juive, un milieu plus pauvre et quelque chose de plus compliqué qui le suit déjà dans toute son enfance. Oui, il est né donc en Bohême. Il a grandi dans une petite ville de culture allemande qui s'appelle à l'époque Iglau. Une famille juive et une famille nombreuse surtout, marquée par des drames, puisque d'une part, ses parents ne s'entendent pas, et d'autre part, la mère de Malheur va avoir 14 enfants, mettre au monde 14 enfants, et sur ces 14, 8 vont mourir en bas âge ou jeunes. Donc il y a une sorte de drame quand même qui est inhérent, si vous voulez, qui imprègne Gustav Mahler très tôt. Et il est aussi au carrefour de 3 cultures, lui. Cette culture allemande, puisqu'il a grandi dans la langue allemande, on parle l'allemand à Iglau, la culture tchèque, bien sûr, Bohême, de Bohême, et puis la culture juive aussi. On retrouve, si vous voulez, ce goût du mélange, du métissage, d'une certaine manière, des langues, des sons. On le retrouve aussi dans sa musique. Donc, ils viennent vraiment de deux pôles, mais on est dans l'Autriche-Hongrie, évidemment, de l'Empire, et finalement, ces deux pôles sont éloignés sans l'être. Quand il va faire le conservatoire, il va venir à 15 ans à Vienne. Et donc, dans le même conservatoire que Nathalie. C'est la musique, finalement, qui va les réunir. D'ailleurs, avant qu'ils se rencontrent de manière... il va y avoir une anecdote, une rencontre qui est, je trouve, incroyable et fondamentale et qui, comme ça, apparaît et on ne peut pas passer à côté. Oui, c'est très, très beau parce que Nathalie raconte cela au début de ses souvenirs. Et vous avez raison, c'est une scène fondatrice. Elle a 17 ans, enfin 18. Elle est mariée, parce que ça, je ne l'ai pas dit, elle est mariée à 17 ans. Et on reviendra sur ce mariage. Et elle va au conservatoire avec sa sœur pour suivre les répétitions, retrouver des amis, etc. Et sur scène, il y a un tout jeune garçon, assez frêle, assez d'allure comme ça, un petit peu encore enfantine, qui a à peine 16 ans, et qui doit présenter, donc on doit répéter une symphonie qu'il a écrite pour le concours de composition. Et le directeur du conservatoire, qui est un homme violent, lui jette sa partition à la figure et lui dit qu'il n'est pas question qu'il fasse jouer cela, qu'il le lise même, tellement c'est sale, il y a des fautes de copie, etc. Et Nathalie dit, à ce moment-là, en le regardant, j'ai compris, finalement, j'ai compris à quel point il était exceptionnel, doué, et sans doute beaucoup plus que le directeur qui l'insultait. Et donc, dès ce moment-là, elle a 18 ans, à peine 18 ans, il en a 16. Elle ressent déjà les sentiments qu'elle va éprouver par la suite, c'est-à-dire une compréhension, la certitude qu'elle a affaire à un génie, finalement, de la musique, et qu'il aura besoin de soutien. Donc, c'est vraiment extraordinaire dans cette première rencontre. Il y a tous les éléments de la suite. Mais ma pensée personnelle, c'est que c'est souvent comme ça dans la vie, sauf qu'on ne sait pas le voir. Exactement. Mais bon, ça c'est une autre question. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, le titre est bien trouvé parce que déjà, là, il y a une espèce de connexion, quelque chose qui s'installe. Oui. Et que dans la relation d'âme-sœur, en fait, la première vision de l'autre, souvent, elle disait beaucoup. Et vous avez raison, parfois, on ne l'a pas toujours vue. On va reparler du mariage de Nathalie. Alors, effectivement,
moi qui commençais déjà à avoir un vrai personnage de roman, rebelle, qui ne comprend pas pourquoi les filles ne peuvent pas étudier comme les garçons, qui ne veut pas avoir un corps corseté, qui est libre dans sa pensée, qui dévore les livres dans la librairie de son père. Et là, elle se marie. Elle se marie en plus avec un homme plus âgé, père de 3 jeunes enfants. Et là, je me suis dit, mais Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Oui. Mariage de raison, mariage d'amour, Alors, bon, semi-liberté. vous avez dit tout à l'heure que parfois le biographe ne sait pas. Et alors, il y a 2 façons de faire. C'est que vous pouvez inventer. Là, c'est très facile. Je peux dire dans quelle je pourrais inventer circonstances de la rencontre, je ne sais pas, inventer qu'elle a joué de la musique et qu'il est venu l'écouter, ou bien ils se sont rencontrés à la librairie, puisqu'elle fréquentait la librairie de son père et qu'il est, c'est une librairie universitaire et que cet homme est un chimiste, un scientifique et professeur à l'université, donc ils ont pu se rencontrer là. Sauf que moi, je ne sais pas. Et j'aime bien dans les biographies, et puis c'est mon caractère aussi, j'aime bien dire, c'est-à-dire que si je ne sais pas, je dis, ben, là, je ne sais pas. Est-ce que c'est un mariage d'amour? Est-ce que c'est les parents, comme elle est tout de même en effet assez rebelle et bon, elle devait quand même leur donner du fil à retordre. Est-ce qu'ils se sont dit marions-la, marions-la? En tout cas, elle se retrouve à 17 ans mère de 3 très jeunes petites filles, puisque ce monsieur, Alexandre Bauer, était veuf. Elle va garder le nom. Hein. Ils vont d'abord, bon, ça va durer quand même un certain temps, leur mariage. Et puis, ils vont faire une séparation à l'amiable, une séparation de corps, et ils finiront par divorcer, mais elle gardera toujours le nom de Bauer-Lechner. Elle a les 2 noms. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces femmes rebelles, bon, j'en ai, ou en tout cas fortes et, et, et libres, ou en tout cas indépendantes, ou qui essaient, bon, j'en ai croisé quelques-unes dans mes livres, dans mes recherches. Bon, Flora Tristan, vous avez cité, George Sand. Oui. Mais regardez, dans tous ces cas-là, ce sont des femmes qui sont des jeunes filles, qui sont mariées jeunes, et des mariages d'ailleurs qui ne fonctionnent pas. Mais comme elles ont le caractère qu'elles ont et la trempe, si on peut dire qu'elles ont, eh bien, elles vont aussi finir par se séparer et divorcer. Donc, vous voyez, on est bien dans le même cas de figure finalement. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que alors qu'elle étouffe un peu dans ce carcan, qu'elle se sent pas totalement libre, en même temps, elle prend très à cœur son rôle de mère et elle accompagne, encore une fois, grâce à sa générosité, euh, elle prend de la vie et de ce que la vie lui propose. À chaque fois, on a l'impression une leçon, une expérience et elle en tire quelque chose, même si c'est pas totalement parfait. Oui, je pense que d'abord, elle a aimé ses petites filles. Bon, la dernière avait 1 an, hein, donc vraiment, elle les a aimées et j'ai trouvé enfin, une photo d'elle déjà âgée et au dos. Donc, c'est vraiment peu de temps avant sa mort. Elle l'avait envoyée à l'une des petites filles. Donc, ça nous montre qu'elle est restée liée à ses enfants. Mais c'est vraiment tout sauf une femme Oui, d'intérieur, oui. voilà, tel qu'on pouvait en plus le concevoir. Vous voyez, en Autriche, à Vienne, à cette époque, c'est pas son truc du Non. tout, absolument pas. Et je pense que pour de multiples raisons, ça n'a pas, voilà, ça n'a pas marché ce mariage. Et puis, elle avait trop besoin aussi de dévorer la vie parce que c'est une. Elle est passionnée. Ah oui, elle est passionnée. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que elle ne se voit pas comme ça. Elle se voit comme quelqu'un d'assez raisonnable, ce qu'elle peut être. Mais
presque, presque un peu, je dirais presque fade, en tout cas comparée à certaines autres femmes. Alors qu'on voit bien, quand on lit sa correspondance, quand on lit ce qu'elle écrit, qu'il y a chez elle un amour de la vie, et elle est très sportive, elle a besoin de mouvement, elle pratique alors, enfin, non seulement les sports liés au pays, enfin, À la glisse, ouais, les sports de glisse. voilà, elle la glisse, et puis l'escalade, la montagne, le vélo, la natation, elle adore. Voilà, donc elle marche des heures, voilà. Et ça aussi, c'est un élément qui va la rapprocher de Gustav Mahler, parce qu'ils ont tous les deux cet amour et de la nature et de l'exercice physique. D'ailleurs, là, après quelques moments de doute, à l'invitation de Gustav Mahler, ils se rencontrent et là, il y a une espèce de connexion incroyable, de complicité, mais quelque chose qui se passe rarement. Et là, on imagine le meilleur. Et pourtant, ça va Bah, pas se passer comme ça, totalement. non, non, pas totalement. Enfin, non, en tout cas, peut-être pas ce qu'espérait Nathalie. Nathalie. Oui, elle va le retrouver à Budapest à un moment où elle est dans une passe difficile sur le plan sentimental. Lui, sur le plan professionnel, il dirige l'Opéra de Budapest. Voilà, il sent beaucoup d'hostilité autour de lui. Et là, ils marchent tous les deux, ils se promènent et ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et c'est là qu'il y a ce sentiment d'une compréhension profonde et d'une fraternité, enfin quelque chose entre eux euh, qui, qui fait qu'ils ils sont comme frères et sœurs en fait dès le début. On a l'impression d'une libération en fait pour les deux. Parce que Oui, oui, chacun en fait va se nourrir de l'autre pour évoluer, pour avancer. oui, Nathalie Bauer-Lechner, où c'est un personnage fascinant, intéressant, c'est qu'elle se voit comme une accompagnatrice. oui, Elle se voit comme quelqu'un qui va accoucher l'autre de quelque chose. oui. C'est un mot que vous employez. Et en fait, en faisant cela, alors c'est ce que je ne voyais pas au départ, c'est qu'elle aussi, ça lui apporte quelque chose. À avoir la conscience de ce que l'autre est, elle Oui. aussi, elle prend conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut devenir. Oui, elle l'explique très bien. Et enfin, moi, je trouve ça aussi très intéressant. C'est pas quelqu'un qui cherche à avoir le premier rôle, si vous voulez. Elle a son admiration pour Gustav Mahler et avant aussi pour un philosophe qui était Siegfried Lipiner. Et cette admiration fait qu'elle estime que son rôle, c'est d'écouter, de poser des questions, de les aider et au fond, d'être cette accoucheuse de l'œuvre. C'est comme ça qu'elle se voit. Non pas une muse, quelquefois, on me dit, ah, mais c'est une muse. Non, pas Non. du tout, parce qu'une muse est passive, en fait, d'une certaine manière. Elle, non, ça va être dans le dialogue, aussi la confiance qu'elle donne Mm. finalement à Gustave Mahler à un moment où il en manque, parce que il faut savoir que, évidemment, pour maintenant, c'est un musicien, un compositeur reconnu. Il n'en a pas été toujours ainsi et il a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître en tant que compositeur. Il était, en revanche, il a été très vite reconnu comme un chef d'orchestre et ensuite un immense chef d'orchestre. Mais voilà, le chef d'orchestre masquait d'une certaine manière le compositeur et le public avait du mal à suivre ce qu'il faisait et à aimer ce qu'il faisait. Et Nathalie est là pendant 10 ans, puisque c'est 10 ans, hein, leur relation va durer 10 ans, et elle va aux répétitions, elle le suit quand il y a un concert, etc. Enfin, le plus souvent possible, puisqu'elle a sa propre carrière aussi. Et elle lui donne cette confiance. Et c'est pas n'importe qui,
c'est une musicienne. Oui, Donc, elle est une des seules d'ailleurs, dès le départ, à avoir oui, conscience du talent et en même temps une des seules à être capable de comprendre sa musique et oui, donc c'est de ça. pouvoir échanger. Et c'est ça qui va aussi permettre à Gustave Mahler d'avancer, d'être prolifique et de renouer en fait avec la composition et la création. Oui, c'est très intéressant parce que c'est entre la première et la fin. Comme il a écrit la première symphonie et il a commencé seulement à écrire la deuxième symphonie et il est en quelque sorte bloqué. Il va se passer un certain temps avant qu'il reprenne. Donc c'est à ce moment-là. Et on peut dire qu'elle a accompagné la deuxième, la troisième, la quatrième et le début de la cinquième symphonie. Donc c'est quand même beaucoup, c'est la moitié de l'œuvre, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est que elle va, et ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle va écrire ces conversations. Elle Oui, va ouais. noter finalement ce que lui dit Mahler. Elle raconte aussi, ils passent leurs vacances ensemble, donc chaque été, ils sont ensemble au bord des lacs, etc. Et donc tout cela, elle va l'écrire. Ce qui fait elle est connue, son nom est connu des spécialistes de Gustav Mahler, parce qu'une grande partie de ce qu'on sait sur sa façon de composer, etc., indépendamment de sa correspondance à lui, si vous voulez, c'est dans ce qu'elle appelle ses Mahleriana. C'est Donc, Malariana, elle oui. tient des carnets, c'est une sorte de cahier, et elle écrit et elle note. Donc, en même temps, elle a quand même le sentiment, vous voyez, dans son rôle auprès de Mahler, elle est un témoin. Mm. Euh, elle raconte en tant que témoin qui est Mahler. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là. D'ailleurs, c'est là-dessus où on peut juger sa grandeur d'âme, sa générosité, ce qu'elle a pu apporter. Parce qu'après la rupture avec Malheur, quand à un moment donné, passé la tendresse, l'affection, va y avoir ce temps en fait de fusion des corps et des cœurs qui ne vont pas convenir à Malheur, qui va lui dire vite que c'est terminé. Et là, je me dis, je suis désolée, hein, c'est là où je me suis dit, Gustave Mahler, je ne te comprends pas. Tu as trouvé quelqu'un qui te comprend, quelqu'un avec qui tu entres en connexion, avec qui tu partages beaucoup, et non. Et c'est là où je me suis dit, en fait, à être compréhensive, à accompagner, mais après aussi, il y a eu la question du désir. Effectivement, Oui, par certains moments, elle agaçait Gustave Mahler, qui ne comprenait pas toujours, qui la rejetait même de manière cruelle parfois. Je trouve que Gustave Mahler peut se comporter en tyran. On le voit avec Alma, avec cette longue oui, lettre oui. où il lui explique ce qu'il attend d'une épouse. Et pourtant, toujours elle lui pardonnera, malgré ce qu'est Gustave Mahler, mais parce que surtout, il est un génie et qu'elle l'a compris. En fait, elle est cette femme qui ne s'oubliera pas, mais qui accompagnera le grand homme, le génie. Et après, au moment où, donc, quand c'est fini, c'est fini. Oui, C'est-à-dire que vous voyez, ce sera, voilà, elle va pas rester dans le non, décor, elle se retire. Les derniers mots, c'est ça, hein, de son texte. Gustave Mahler s'est fiancé il y a 6 semaines. Bon, c'est fini. Et elle ne porte pas de jugement. Je pense qu'elle n'en pense pas moins, mais bon, en tout cas, elle ne le dit pas. Et voilà, et sa vie continue autrement. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, moi, ce que j'ai aimé chez elle, c'est justement cette complexité. C'est-à-dire que je n'aime pas les caricatures et il y a chez elle, c'est évident, une forme de contradiction. C'est-à-dire que elle est à la fois très féministe, espèce d'avant-garde comme ça. Elle baigne dans ce milieu, qui découvre la psychanalyse à Vienne, l'art, etc. Bon, elle est vraiment dans ce milieu et elle est, vous avez parlé de ce qu'elle dit du corset, etc. Donc elle est féministe, mais en même temps,
c'est vrai que pendant un temps, elle est dépendante d'un homme qui ne la traite pas toujours merveilleusement bien. Cela dit, Malheur était comme ça avec tout le monde, hein, donc Oui, ça, oui, oui, évidemment, oui. enfin, je ne dis pas que c'est plus supportable, mais il était comme ça avec ses amis, voilà, il avait un caractère extrêmement difficile, parfois lunatique. Les musiciens souffraient hein, Bah, aussi quand il avec était lui. directeur de l'opéra, Oui, oui, notamment, il était oui. respecté, mais c'était très Oui, compliqué. oui, c'était une terreur. Hein. Oui, Donc, voilà. Donc, chez Nathalie, il y a cette complicité et cette complexité, et en même temps, une spontanéité, une sorte enfin, de sincérité, toujours, qui est adorable, enfin, qui est, moi, que j'ai mais beaucoup qui est aimé. même désarmante. Oui, oui, Une telle manière d'être, c'est désarmant parce oui. que ce que vous disiez, alors moi, c'est ce que j'ai aimé, la complexité des personnages, hein, enfin, la complexité de Psychologique, Nathalie. oui, oui. Voilà. Mais en fait, où pour le coup, je me suis dit, tiens, malgré la rupture, elle reste digne et sa Oui, vie continue. Et en fait, oui. elle ne s'oublie pas, notamment parce qu'elle a une carrière et qu'avec ce quatuor, eh bien, elle se réalise aussi. Oui, exactement. Elle va ça aussi, ça m'intéressait beaucoup parce que quand on parle, enfin, dans les biographies de Gustave Mahler, c'est normal. Une fois qu'elle sort de sa vie, on ne parle plus d'elle. Et ça m'a beaucoup intéressée de faire cette recherche aussi sur ce quatuor féminin qui est l'un des plus estimés d'Europe, qui d'ailleurs elles vont voyager partout en Europe, en Angleterre, en France, en Italie, en Bulgarie, enfin partout, en Allemagne. Elles jouent dans les plus grandes salles et ce qui était assez exceptionnel hein, tout de même pour des femmes à l'époque. Donc elles se réalisent en tant que musicienne. Et puis, elle n'entre pas au Carmel hein, non plus, parce que visiblement, Oui, elle a des amants. des plus jeunes en plus, hein. Oui, elle l'aime beaucoup. C'est comme George Sand. Elle préfère les hommes plus jeunes. Et donc, d'ailleurs, bon, enfin, Malheur avait 2 ans de moins qu'elle, c'est pas considérable. Mais oui, elle a un jeune amant peintre qui, lui, est vraiment beaucoup plus jeune. Donc, voilà, elle continue sa vie. Mais elle gardera toujours, elle garde cette admiration, cette estime, et elle suit évidemment le travail de Malheur jusqu'à la mort de celui-ci. Voilà, et elle va lui survivre une dizaine d'années. Mais d'ailleurs, elle va même publier un livre. Oui, alors elle écrivait beaucoup, visiblement. Sur tout ce qu'elle a écrit, on n'a qu'une petite partie, mais elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Fragment, et qui est très enfin, étrange parce que donc il y a une partie biographique, autobiographique, il y a une partie de réflexion sur plutôt philosophique, si vous voulez, sur la spiritualité, sur voilà, et sur la place des femmes aussi, presque sociologique. Et puis une partie d'hygiène. J'ai dit que le corps était important pour elle, donc elle se passionne pour tout ce qui a trait à la santé et aussi la musique. Donc voilà, c'est fait de différentes petites différents chapitres comme ça sur différents sujets. Il n'est pas traduit. Non. En français. Et avec cette conscience de l'importance de l'épanouissement, de la construction de l'individu, Oui, et que en fait, avec un temps d'avance déjà, puisqu'elle prend conscience déjà qu'il faut euh, que les femmes accèdent à certaines choses, c'est là où oui, je trouve que le féminisme reprend sa place. Et puis aussi parce qu'il y a dans la partie un peu finale, on va dire, de sa vie, il y a aussi tout ce rapport à l'aide, hein, aider les autres, les plus pauvres, les plus démunis. oui, C'est quelque chose qui la rend très touchante et très émouvante oui, aussi. oui, oui, Parce oui. qu'il y a toujours cette gratuité, ce don. Mm. Elle donne toujours d'elle. Oui, c'est vraiment ça marque, enfin, c'est certainement, enfin,
peut-être l'un des personnages les plus généreux que j'ai croisé comme ça dans mes biographies. Et ça la rend... on a envie de la connaître, en fait. On a envie de la... Moi, c'est une femme que j'aurais eu envie de rencontrer. En même temps, hein, elle a du culot, elle est assez sans gêne, ça agace un peu Oui, Malheur. Elle n'a aucun sens du qu'en dira-t-on, ça lui est complètement ah oui, égal. il lui reproche son manque de discrétion. Ouais. Oui, de discrétion. Elle, elle vient chez lui, elle va vivre chez lui à, à Hambourg, par exemple. Et donc, évidemment, une jeune femme qui vient chez un homme à l'époque habité, alors, mais sa sœur, enfin la sœur de Malheur, mais quand même. Et non, ça la gêne pas. D'ailleurs, elle considère que les femmes ont tout autant le droit de faire des avances aux hommes que l'inverse, qu'elles doivent fréquenter les endroits publics exactement comme les hommes, donc elles ne se gênent pas pour le faire. Donc ça, c'est aussi sympathique. Et le lien que je voulais faire, parce qu'on n'en a pas parlé, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de refaire leur chemin dans la réalité, c'est-à-dire aller à Vienne, d'aller de suivre. J'allais vous en parler. Voilà, bon, alors, je vous laisse en parler. En fait, justement, il y a Gustave Ouais. Mahler, il y a Nathalie Bauerschner, et puis il y a Vienne. Et puis, il y a Ouais. tout ce que ça évoque pour vous. Parce qu'on Ouais. a l'impression que, alors que j'ai lu d'autres biographies de vous, que pour une fois, vous intervenez davantage parce que ça fait écho à Oui. certaines choses, à votre histoire, à votre passé. Vienne, c'est une ville magnifique. On a l'impression, quand on entre dans le livre, qu'on est à un moment où on est comme dans un paradis, un peu perdu. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que malgré la légèreté, les amis, ce club, ces rencontres, tout ce qui se passe à travers les artistes, la psychanalyse, il y a quelque chose comme ça qui est en train de glisser. Et effectivement, vous vous raccrochez un peu tout ça aussi pour vous dire des choses. Oui, c'est vrai que d'habitude, je le fais pas ou beaucoup moins. Je pense que, bon, avec avec le temps, l'expérience, l'âge, je me sens autorisée aussi à faire des choses que peut-être je n'aurais pas osé. Bon, l'Autriche, c'est un pays qui me touche de près parce que avec mes parents, on passait toutes les vacances d'été pendant des années en Autriche. Donc, quand je suis allée sur les pas de Gustav Mahler et de Nathalie Bauerschner au bord de lacs à Vienne, mais aussi après, bon, après c'était en Bohème, mais j'avais forcément les paysages étaient tellement évocateurs pour moi, c'était que voilà, j'avais envie et puis j'avais envie d'en parler. Et puis aussi, c'est une idée sur la biographie, c'est-à-dire que la biographie, c'est pas un art absolu, c'est-à-dire que c'est pas juste des documents d'archives. Le biographe est dans son présent et il écrit avec aussi ce qu'il est, avec sa sensibilité, avec quelquefois sa partialité, et puis aussi son époque. Si on lit des biographies écrites, bien, je ne sais pas, à l'époque de André Mauroy, disons, on n'écrit plus exactement de la même façon, etc. C'est ni mieux ni moins bien, c'est autrement. Donc, je crois que j'avais envie de cette ouverture qui montrait aussi au lecteur que le biographe, il est présent, si vous voulez, quand il écrit, il est là, c'est idiot de dire ça, il est présent évidemment, mais du coup, voilà, je me suis octroyé cette présence, et puis c'était une manière aussi de montrer ces lieux. Jihlava, par exemple, en République tchèque, tous les lieux aussi juifs hein, de l'enfance de Gustav Mahler, tout ça. Eh bien, le cimetière où se trouvent aussi les arrière-grands-parents, les grands-parents maternels de Kafka, dans le même lieu que Mahler.
tout ça, toute cette émotion que j'avais ressentie, j'avais envie de la partager avec les lecteurs et qui me suivent sur ces chemins, finalement. Donc, il y a un peu un côté aussi voyageur dans le livre, dans le temps aussi. En fait, c'est ce que vous avez fait avec cette biographie. Vous nous avez emportés dans un certain temps, dans certains lieux. Et chose que j'ai trouvée fabuleuse, c'est que grâce à cette biographie, grâce à l'utilisation des écrits, parce que pour le coup, on a l'impression d'un peu des poupées russes, Oui. vous avez restitué, en fait, alors à mon sens, parce que parfois c'était Malheur, quelqu'un que je n'appréciais pas totalement et que je ne connaissais pas. Donc, vous m'avez permis de l'apprécier, de découvrir sa musique, d'étoffer mes connaissances et puis surtout de découvrir une phase merveilleuse, touchante, émouvante, en avance sur son temps, un vrai esprit libre. Et rien que pour ça, merci. Merci, merci vraiment de votre lecture et de cet entretien parce que ça fait du bien. Ça fait Tant du mieux. bien parce que quand même, c'est pas une période C'est pas si une facile. période, c'est pas une période facile. Oui, voilà, c'est pas une période facile parce qu'on rencontre pas les gens vraiment, quoi. Et donc, merci. Bah, même par écran interposé, c'était un vrai plaisir. Bon, ben, je viendrai vous voir au Mans alors. Il n'y a pas de souci. Alors, je remonte la sublime couverture du livre d'Evelyne Bloch-Dano. Donc, c'est un tableau de Klimt qui est Oui, aussi la présent. musique, oui, qui Ouais. s'appelle La musique, oui, un tableau de Klimt. Alors, Voilà, j'aimerais bien Evelyne, que vous montriez le CD, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que vous avez participé au livret de Malheur intime, c'est ça? oui. Qui est fait par le C'est- trio George Sand, c'est ça? Je suis désolée, le CD lui-même est tombé. Voilà, alors je vous montre le. C'est un très beau livret et c'est un très beau. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Oui, C'est le, il est, c'est le on le voit disque bien. lui-même qui vient de tomber. Regardez comme il est beau. Et, et c'est très beau parce que c'est en fait une transcription. Ce sont des transcriptions de morceaux de Mahler et d'Alma aussi, d'Alma Mahler, des leaders d'Alma, et qui sont donc jouées par quatre femmes, et il y a une chanteuse, et donc voilà. Donc vous voyez, il y a un livret, donc c'est presque là on apprend beaucoup de choses aussi sur Gustave Mahler. D'ailleurs, je peux vous montrer, regardez le voyageur. Enfin, l'alpiniste, si je puis dire, et la fameuse petite maison que j'évoque dans le livre et que j'ai visitée. Donc c'est un très beau, je trouve que bon, on espérait avec mes amies musiciennes qu'on on n'avait pas prévu évidemment le Covid, et donc on espérait faire beaucoup de choses ensemble. On va les faire, mais ce sera un petit peu décalé. On a fait un concert comme ça et un entretien avec concert, et donc on a très envie voilà, d'accompagner, si vous voulez, le livre avec cette musique. Et où peut-on se procurer ce livret? Est-ce qu'il est en vente? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Je ne vais pas vous dire. Dans les librairies, est-ce que Ah bah Linda... écoutez, alors ça, Mais j'ai là, vous me regardé posez une colle. effectivement. Ouais, Je je me sais qu'il renseignerai. est décidément, c'est très très bête ce que je fais. Donc, on va se Je ne l'ai renseigner, pas attaché on mettra parce en que je l'ai référence. écouté. Je pense qu'il se trouve alors dans les librairies, j'en suis Je sais pas pas. Je certaine. pense, ouais, je suis pas On va Je sûre. se pense renseigner pas et dans les magasins de disques. Mm. Oui, je Tout pense. simplement. Hein. C'est un CD, c'est parce que là, si vous voulez, le travail de ces musiciennes, c'est un trio qui s'appelle le trio Georges Sand, et c'est d'unir l'art, enfin différents arts et la musique. Donc la peinture parfois. Et là, donc l'idée sur laquelle on était parti, bah, c'était littérature et musique. Et puis, moi, je croyais juste écrire une biographie enfin quelques pages de biographie de Mahler, enfin comme ça, dans leur livret. Et puis j'ai écrit un livre. Donc voilà, c'était complètement inattendu. Alors, il Voilà. y a un premier commentaire qui rejoint un peu ce que vous a dit Linda.
Alors, il n'y a pas de, il y a pas de nom, donc tant pis. Alors, je vous le lis. C'est passionnant. Je ne connaissais pas cette histoire alors que j'aime beaucoup Malheur. Je vais m'empresser d'acheter ce livre. Merci pour cette rencontre. Alors, vous voyez, Evelyne, votre livre, il est utile parce que Bon, on peut connaître c'est Gustave gentil. Malheur, mais pas dans les détails. Il y a une question de Squirrelito qui demande est-ce que vous écrivez en musique et quelle est l'œuvre de Malheur que vous préférez? Alors, je n'écris pas en musique. Non, pas du tout. Et même là, en revanche, j'écoutais évidemment beaucoup, beaucoup Malheur. Je pense que c'est d'une part, j'aime beaucoup la première symphonie en fait, qui est encore une ébauche d'une certaine manière, mais je l'aime beaucoup. Et j'aime l'une des dernières œuvres qui est Le Chant de la Terre, qui est vraiment absolument magnifique, puisqu'au fond, ce sont à la fois des leaders et un orchestre symphonique et une œuvre entière. Donc, finalement, le début et la fin, mais j'aime beaucoup la quatrième symphonie. Je crois que dans le livre, je parle de la quatrième symphonie parce elle est peut-être plus facile aussi, donc beaucoup de choses que j'aime. Alors, Berthe vient de se poser une question. Elle demande si vous vous sentez plus proche de Malheur ou de Nathalie, ou des deux. Je me sens tout de même plus proche de Nathalie. Mais pas parce que, enfin, peut-être aussi parce que c'est une femme, mais c'est difficile de se sentir vraiment proche de quelqu'un d'aussi complexe que Gustave Mahler. Et non, vraiment, je crois que Nathalie est l'une des, avec Georges Sand, certainement le personnage dans toutes celles que sur lesquelles j'ai écrit, dont je me suis sentie le plus proche. Mais Vraiment, vraiment. d'ailleurs, Nathalie Bauer-Lechner aime beaucoup l'œuvre de Georges Sand. Oui, j'étais contente parce que elle adore Histoire de ma vie. Histoire de ma vie, ouais. Voilà. Donc, alors, en revanche, je pense que donc j'ai pas vérifié. Je ne sais pas si c'était déjà traduit en allemand à l'époque. Ça, je ne l'ai pas vérifié. Mais en tout cas, elle cite à plusieurs reprises Histoire de ma vie et Georges Sand est un modèle pour elle, jusqu'au pantalon Oui. puisqu'elle aimait porter un pantalon aussi. Elle prône le pantalon. Donc, oui, oui. Alors, une question plus technique. C'est Claude qui voudrait savoir comment vous avez procédé pour la construction à partir des recherches que vous avez faites. Alors, en fait, moi, je ne travaille, certains biographes font toutes les recherches et ensuite écrivent. Moi, je travaille par étapes. Donc, je fais une recherche, ensuite j'écris, voilà. Mais cette construction, elle a été très difficile pour moi à élaborer. Et je l'ai en fait trouvée que lorsque j'ai compris que mon personnage principal était Nathalie et que c'était elle le fil rouge, si vous voulez. Sinon, je peinais là à construire. Et puis, il me fallait une scène d'entrée. Et il y a cette photo justement qu'elle envoie à la fin de sa vie à une des petites, enfin, les petites filles de son mari. Et, et cette photo, j'ai trouvé qu'elle faisait comprendre tellement bien la femme qu'elle était à la fin de sa vie que ça m'a donné l'entrée dans le livre. Et puis Vienne aussi. Mais pour moi, la construction, je vous dis, elle est devenue très fluide et facile à l'instant où j'ai eu vraiment l'angle au fond qui était celui de Nathalie. Mais c'est souvent comme ça, hein, c'est souvent comme ça. Alors, une autre question de Marie. Ce n'est pas votre première biographie. Qu'est-ce qui vous pousse à investir ainsi d'autres vies que la vôtre ou celle de personnages de fiction? Est-ce que ce sont les recherches à faire, le plaisir de s'appuyer sur une histoire vraie? Oui, les deux. Et puis, moi, comment vous dire? J'ai l'impression que souvent, la vie des gens est plus inspirante que les personnages que je pourrais imaginer. Donc, mon imaginaire est comme canalisé, emporté par la vie des autres.
Mais ça peut être même dans le métro. Si je suis assise en face de quelqu'un, j'ai la tentation je me pose des questions souvent. Tiens, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire dans la vie, etc. Donc c'est un petit peu pareil. Mais j'adore la recherche. Je crois que là, je pourrais C'est vraiment. l'enquête qui vous plaît L'enquête, surtout, non? oui. L'enquête et la recherche en archives aussi. J'aime beaucoup être voilà, avec tous ces documents, ces papiers, la correspondance, tout ça. J'aime beaucoup ça aussi. Et puis l'enquête, oui, bien sûr. Là, c'était particulier, mais oui, parce que quand vous êtes sur place, vous comprenez plein de choses. L'espace nous donne beaucoup. Puisqu'on ne peut pas remonter le temps réellement, au moins on peut aller dans l'espace. Et voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Donc c'est un petit peu tout ça. Et chaque fois, je me dis, c'est trop de travail, c'est trop long. C'est plusieurs années quand même, toujours. Parce que là, ça donne l'impression que mon dernier livre était il y a 2 ans, mais comme c'était le livre sur les maisons d'écrivains, il y avait des textes qui étaient déjà écrits, etc. Donc, c'est quand même, j'ai regardé, c'était 4 ans entre le moment où on a décidé de se lancer dans l'écriture du livret, etc., avec les musiciennes, et la fin. Donc, c'est long, 4 ans, surtout quand on avance en âge, c'est de plus en plus long, croyez-moi. Donc, chaque fois, je me dis, non, c'est fini, c'est trop de temps, c'est trop de temps. Mais eh ben, je ne peux pas m'empêcher de penser à d'autres biographies possibles. Donc voilà. Donc, Il y a quand ça même un doit fil être bon. rouge dans tout ce que vous avez écrit, c'est le génie, que ce soit le génie du personnage ou le génie des Oui. lieux. Et justement, on va revenir sur le génie des lieux et je vais le partager maintenant. Votre précédent livre va paraître le 19 mai au livre de poche. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, Les maisons d'écrivains Oui. d'Aragon à Zola. Vous le voyez là à l'écran ou pas? Oui, vous le voyez. Hein. Oui, très bien. Voilà, il va paraître au livre de poche le 19 mai. Je vous engage vraiment à aller le lire parce qu'on apprend aussi plein de choses dans ce livre. Donc, Oui, il y a ouais, le génie, ça, c'est quelque 100 chose maisons. qui vous a... Oui, il y a 100 maisons d'écrivains que j'ai visitées, toutes. Alors ça, je tiens à ça parce que c'est pas du réchauffé enfin, que j'aurais pioché à droite ou à gauche. Donc c'est vous dire si j'aime aller sur les lieux. D'abord, j'aime bouger, donc ça tombe bien. Et puis, j'ai fait ça aussi pendant 15 ans pour le magazine littéraire. Et après, j'ai retravaillé les textes, etc. Et j'en ai ajouté. Et la nostalgie, ça représente quoi pour vous? Ben, je sais pas, oui, il y a eu un bel article c'était le Figaro qui avait comme titre La douceur de la nostalgie. Et sur le moment, ça m'a surprise. Et je me suis, Mais c'est oui, pas faux. C'est pas oui, faux, non, hein? c'est exactement, oui, non, c'est vrai. Non, je pense que je suis quelqu'un de joyeux. Je suis une personne joyeuse et nostalgique. C'est les deux, je pense. Oui, j'ai toujours l'impression que le passé était beau. Euh, Dieu sait que ce n'est pas toujours le cas, mais bon, voilà, j'aime baigner dans le passé, j'adore le 19e siècle surtout. J'aurais du mal à écrire sur d'autres siècles, mais le 19e, je trouve que c'est cette période de la fin du 19e, vous voyez, la deuxième partie, il y a déjà quand même des avancées techniques en médecine, etc., qui font que la vie est quand même un peu plus confortable. Mais je trouve qu'il y a une poésie quand même. Alors, vous me direz, évidemment, ça dépendait de ce qu'on vivait et où on était. Je ne dis pas que tout le monde était plus heureux, ce n'est pas du tout en ces termes. Mais vous voyez, même dans notre histoire, entre la guerre de 70 et la guerre de 14, quand vous comparez ce qui se passe après 14, moi, je trouve qu'il y a quand même, c'est ce qu'on appelle la belle époque, au sens large, et il y a une sorte de parenthèse qui est quand même assez heureuse. Et donc, oui, je pense que j'aurais aimé vivre à cette époque. J'aime bien la nôtre aussi, il y a plein de choses, mais oui, j'ai une forme. Oui, je suis assez facilement nostalgique. Oui. Donc, ça vous va bien, ça vous va bien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un conseil lecture? Je demande ça à tout le Oui, monde. alors
j'ai cherché parce qu'il y a beaucoup de choses que je lis et que j'aime. Et puis, j'ai choisi le dernier livre, enfin, il y a un petit livre qui est sorti après, mais ça, c'est vraiment son dernier livre, de Chantal Thomas. J'aime beaucoup Chantal Thomas. Elle était au Fémina avec moi dans le jury du Fémina, mais elle nous a abandonnés. Non, elle était obligée, ce sont les statuts du Fémina qui ne permettent pas d'être à la fois à l'Académie française ou dans un autre grand jury et au Fémina. Donc elle est partie. Donc voilà. Et c'est un livre que je trouve merveilleux. Alors là aussi, d'une certaine manière, il y a aussi de la nostalgie finalement quand j'y réfléchis sur l'enfance à Arcachon. La grande dune d'Arcachon, alors de sable et de neige, c'est ça, enfin c'est toute cette enfance à la fois au bord de la mer, mais la relation avec son père, elle a parlé de sa mère dans un livre précédent, et puis ce que j'aime l'écriture de Chantal Thomas, cette élégance, mais c'est en même temps simple, c'est fluide, c'est d'une grande beauté. Je trouve que c'est d'une grande beauté. Et donc, voilà, c'est un livre que ça m'arrive d'en relire, des livres de Chantal Thomas, et celui-ci, c'est un de ceux que j'ai le plus aimé. Il est illustré aussi, il y a des photographies. Puis c'est aussi quelqu'un qui aime la vie. Il y a, je sais pas, il y a un passage où elle mange des huîtres. J'adore ce passage. Bon, j'aime bien les huîtres aussi. Mais voilà, il y a plein de choses. Donc, voilà le livre, et c'est publié donc au Mercure de France. Parfait, c'est noté, on remettra les références. Je voudrais rappeler donc que l'âme sœur et pareil aux éditions Stock. Alors on voit ici qu'il y a le petit logo de France Musique, tout simplement parce que vous pouvez retrouver 5 émissions en podcast que Evelyne Bogdanò a enregistrées sur le site de francemusique.fr. Ça vous donnera un éclairage. Je vous engage à aller aussi l'écouter, d'abord de lire le livre et après d'aller écouter Evelyne, parce que ça va vous éclairer sur plein de passages du livre et on apprend plein de choses. Donc il est sur la table de librairie de la librairie Doucet au Mans. Donc, vous allez voir Linda, elle vous donnera très vite le livre d'Evelyne. Dans toutes les librairies de France. Vous pouvez aussi, si vous voulez l'acheter ce soir alors que votre librairie est fermée, sur notre site unendroitoualler.com, vous cliquez, achetez le livre L'âme sœur et vous aurez tout de suite une redirection sur une librairie indépendante. Je vais vous remercier, mesdames, d'avoir été là ce soir avec nous. Avant de vous donner le mot de la fin, Evelyne, je vais rappeler que demain, on se donne rendez-vous à 19h où nous recevons Fabienne Blanchu qui sort son premier livre chez les adultes parce que c'est une auteure jeunesse. Et ça s'appelle Maman ne répond plus aux éditions Marabout. Evelyne Bogdanò, je vous donne le mot de la fin. Ah pardon, je croyais que vous alliez vous donner... Non, j'avais une lourde tâche. Mais écoutez, je voudrais vous remercier, je voudrais remercier les libraires et vraiment de tout cœur. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. D'ailleurs, on a vu un petit peu au premier confinement et c'est là que vous avez créé votre site. Et bon, je pense qu'on fait... Voilà, on est dans la même chaîne, la même continuité ensemble. Je travaille beaucoup aussi avec les libraires pour le Fémina des lycéens, les librairies indépendantes, seulement à chaque fois au sein d'une région. Et je trouve que chaque librairie a son âme. Donc, voilà, ce sont mon mot de la fin. C'est vraiment, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci à la librairie Doucet. Je vous souhaite une belle soirée, mesdames. À très vite.